Voyons maintenant la triade de la surveillance que nous illustrerons à partir de quelques exemples de travaux possibles. Nous verrons également des balises pour déterminer l'importance d'un problème. Nous continuerons ensuite avec les finalités analytiques de la surveillance et terminerons la capsule avec la comparaison de territoires. Commençons d'abord avec une question reliée à la mise en situation présentée dans la capsule précédente. D'un point de vue d'acteur de surveillance, quelles sont les questions que vous devriez vous poser pour brosser l'état de situation de la problématique de l'obésité? Nous ferons un exercice à la fin de cette capsule qui sera relié à la question. Je vous laisse y réfléchir. Parlons maintenant de la triade classique des dimensions analytiques en surveillance. Temps, personne et espace. Commençons par l'aspect temps. Il est bien important de comprendre l'histoire naturelle d'une maladie afin de voir si la tendance ou le changement dans la tendance qu'on observe constitue un phénomène en émergence ou s'il s'agit tout simplement d'une variation naturelle qu'on observe selon la maladie qu'on est en train de surveiller. Par exemple, une vague de coups de chaleur qu'on observe pendant l'été sera probablement beaucoup plus naturelle à observer que pendant l'hiver. Dans un cas également où on a un phénomène en émergence de H1N1, probablement que l'ampleur sera très très forte au début et s'atténuera tranquillement par la suite, dépendamment des actions qui sont prises pour contrer le phénomène. Il est également important de regarder les caractéristiques des personnes ou surtout de la population, puisque la surveillance s'intéresse à l'ensemble de la population, que l'on veut surveiller. Alors, par exemple, quels sont les groupes d'âge, le sexe, le statut socio-économique, migratoire, les communautés linguistiques, toutes des caractéristiques qui peuvent être intéressantes à examiner en lien avec un objet de surveillance, évidemment, qui peut être soit un problème de santé ou un déterminant de santé. Des univers de référence pourront également nous fournir d'autres types d'informations, par exemple les familles, les ménages, les logements, mais également les lieux, obtenir de l'information selon le lieu de résidence, de traitement de problèmes de santé, de travail, des lieux d'accident également dans le cas des traumatismes pourront nous amener de l'information très pertinente pour la surveillance. Le dernier aspect est celui de l'espace. Évidemment, on va s'intéresser à la répartition géographique des problèmes de santé ou des déterminants, que ce soit pour l'ensemble de la province, le Québec, ou différents territoires comme on l'a vu un peu plus tôt, que ce soit les CIS, les CIUS, le rural ou l'urbain, ou comme je l'ai dit précédemment, les provinces ou d'autres pays. Mais il y a également lieu de regarder, selon la problématique ou la pertinence pour cette problématique-là, de regarder les milieux, les quartiers et évidemment de faire des comparaisons géographiques. On va l'aborder un peu plus loin dans la capsule. Voyons maintenant des exemples de travaux de surveillance selon les 3 dimensions d'analyse dont on vient de parler. Alors, par exemple, au centre du diagramme, donc pour les dimensions à la fois de temps, espace et personne, on peut dresser des portraits de santé globale. Un très bon exemple de portrait de santé globale est le portrait de santé du Québec et de ses régions. La première édition a eu lieu en 2001. Elle a été suivie d'une autre édition en 2006 puis en 2011. Pour les versions de 2006 et 2011, le portrait de santé du Québec a également constitué le rapport du directeur national de santé publique. De façon générale, particulièrement pour 2006-2011, on présentait différents volets, à la fois un volet statistique et l'autre analytique. Dans le volet statistique, on présentait généralement les principales tendances qu'on pouvait produire à partir d'environ 60 sources différentes d'informations. On parle d'environ 180 indicateurs en moyenne. Les statistiques présentaient également la synthèse québécoise et des survols régionaux, ainsi que différents aspects méthodologiques pour le calcul des indicateurs. Dans le volet plus analytique en général, on faisait une analyse supplémentaire à partir de la masse d'informations qui était contenue dans les statistiques, mais également, dans le volet analytique, on analysait différents thèmes qui étaient sélectionnés à partir de la masse d'informations contenue dans les statistiques, mais complétées par d'autres données sur le Québec et, si possible, comparées avec d'autres provinces ou d'autres pays industrialisés. Le portrait de santé aborde différentes dimensions de l'état de santé de la population, par exemple, les déterminants de la santé, que ce soit les conditions démographiques, socio-culturelles, socio-économiques ou l'environnement physique, social, les habitudes de vie et comportement ainsi que les services de santé, par exemple, de l'information sur les ressources et équipements, les services préventifs, les services de première ligne ou hospitaliers, de même que de l'information sur l'état de santé, soit l'état de santé global, physique, par exemple les maladies chroniques, les traumatismes, les maladies liées à l'environnement, infectieuses ou liées au milieu de travail, ainsi que l'état de santé psychosocial ou mental. Ces données, généralement présentées au niveau national et régional, sont également examinées pour les aspects temporels et croisées selon différentes variables. Retournons à notre triade. Un autre exemple
au niveau des dimensions à la fois temps, espace et personnes sont la mesure des inégalités sociales de santé. Au niveau du temps et de l'espace, on pourrait regarder les analyses de propagation spatiale ou dispersion ainsi que des analyses migratoires. Si on regarde seulement l'aspect espace, la dimension espace, on pourrait parler de caractérisation ou typologie des milieux. Par exemple, identification d'îlots de chaleur à Montréal, ou encore l'indice de défavorisation qui permet de caractériser des quartiers selon la défavorisation matérielle et sociale. Au niveau de l'espace et personnes, on pourrait parler d'analyse spatiale de l'état de santé de ces déterminants ou des impacts de l'environnement sur la santé. Je vous amène à l'aspect des personnes où on pourrait identifier, par exemple, des groupes qui sont plus vulnérables en fonction de différentes caractéristiques, que ce soit le statut socio-économique ou même les aspects linguistiques. Par exemple, on pourrait comparer la santé des francophones et des anglophones au Québec ou faire ce qu'on fait très souvent en santé, des analyses selon le genre, selon le sexe. Au niveau de temps et personnes, on pourrait faire des analyses selon les phases de la vie, clientèle, etc. Donc, au niveau, par exemple, enfants, jeunes, population âgée, population adulte, population active ou non. On pourrait également faire des analyses de survie, ce qu'on fait dans le cas, par exemple, du cancer. Une fois que la personne a le cancer, combien de temps peut se passer avant qu'elle ne décède du cancer, ou des analyses de cohorte, c'est-à-dire suivre des générations. Pour les aspects de temps, on pourrait faire des analyses de tendance, des comparaisons entre les périodes, examiner des scénarios prospectifs, donc des projections dans le futur, mais aussi faire des veilles et alertes de façon plus rapprochée. Donc, ce qui nous ramène un petit peu à l'aspect de menace qu'on retrouve en vigie. Pour les gens qui seraient intéressés à en savoir plus sur les scénarios prospectifs et toujours en lien avec notre mise en situation, je vous invite à consulter cette référence qui est en anglais, donc qui est un article scientifique qui a été publié en 2014 et qui avait pour objectif de démontrer, de projeter la prévalence et la distribution de l'indice de masse corporelle de 2012 à 2030. Cette analyse de projection a été faite pour chacune des catégories de poids, l'insuffisance, le poids normal, l'embonpoint et l'obésité. Et on a également présenté de l'information au niveau de la distribution de l'indice de masse corporelle de façon continue. Voyons maintenant quelques balises pour juger de l'importance d'un problème. Il est évident que la surveillance est faite sur l'ensemble des problèmes, surtout si on parle d'une surveillance générale, donc sur l'ensemble des problèmes d'état de santé de la population et de ses déterminants. Mais évidemment, on portera une attention particulière à des problèmes de santé qui sont plus prioritaires. Pour déterminer les problèmes de santé prioritaires, on peut le faire sur la base d'approches quantitatives ou qualitatives. En surveillance, on se concentre généralement sur les approches quantitatives. Alors, voyons quelques balises. La fréquence, par exemple, je pourrais regarder l'incidence, la prévalence, la mortalité d'un problème particulier. La sévérité, la létalité, comme on le verra plus loin, qui est le fait de décéder d'une maladie quand on a cette maladie-là. Les hospitalisations ou les années potentielles de vie perdue, qui sont en fait les décès qui se produisent, le nombre d'années que l'on perd pour un décès qui se produit avant l'âge de 75 ans. Les coûts, qu'ils soient directs, par exemple, on en a parlé tantôt en termes d'utilisation de services de santé, ou indirects, c'est-à-dire, par exemple, la mortalité, donc la perte économique que l'on a pour un individu qui décède alors qu'il pourrait continuer de travailler. Ce sont évidemment des concepts très théoriques qui nous semblent peut-être un peu moins humains, mais qui nous permettent quand même de quantifier les coûts, ou encore l'absentéisme au travail, comme je l'avais nommé plus tôt. L'aspect évitable ou non d'un problème de santé, c'est-à-dire est-ce qu'on peut agir pour éviter le problème de santé ou le déterminant, c'est-à-dire que, par exemple, on ne pourra pas agir pour réduire l'âge. Le vieillissement de la population se poursuit et on n'y peut rien, mais on peut certainement faire quelque chose pour réduire le tabagisme ou diminuer la prévalence de l'obésité. Alors, est-ce que des mesures de prévention efficaces sont connues? Et la contagiosité. Alors, quel est le potentiel de propagation? Évidemment, pour un potentiel de propagation très élevé, on peut se douter que le problème serait jugé particulièrement important. Par exemple, Ebola, qui a demandé une action très rapide. Et l'intérêt public. Par exemple, est-ce que le problème est reconnu par le public? Ce qui peut contribuer à attirer l'attention non seulement du public, mais donc des politiciens et peut-être même engendrer des actions en lien avec cet intérêt public.
Alors évidemment, chacun de ces critères-là doit être mis en perspective. Il peut également être considéré avec les autres. Plus les critères sont présents, plus évidemment le problème est important. Mais les regarder seulement à l'unité peut peut-être être moins intéressant. Par exemple, je pense aux troubles mentaux. Si je ne regarde que la mortalité reliée aux troubles mentaux, il est évident que ce problème-là ne ressortira pas de façon importante. Par contre, si je regarde toutes les incapacités ou comment la santé peut être affectée par la présence d'un trouble mental, ce problème-là va ressortir de façon beaucoup plus importante. Alors, toujours mettre en perspective l'information que l'on produit. Pour les personnes intéressées à en savoir plus sur les coûts, et toujours en lien, comme je le disais plus tôt, avec la mise en contexte, je vous invite à consulter deux références, deux productions que l'on a faites qui présentent les conséquences économiques associées à l'obésité et à l'embonpoint au Québec, les coûts liés à l'hospitalisation et aux consultations médicales, de même que les coûts liés à la consommation de médicaments et à l'invalidité. Voyons quelques finalités analytiques de la surveillance en santé publique en lien avec différentes questions pour guider l'action et spécifiquement sur des problèmes. Alors, par exemple, si je veux voir l'ampleur d'un phénomène, pour identifier, par exemple, au niveau de l'action des problèmes prioritaires, je pourrais me demander combien de personnes le problème affecte-t-il? Est-ce que les nouveaux cas sont importants? Est-ce qu'il y en a fréquemment? Combien de cas décèdent de ce problème de santé-là? Je pourrais également, dans le but d'identifier des groupes plus à risque, me demander donc pour l'action qui est affectée par ce problème, sur qui on peut agir et avoir de l'impact. Alors, je pourrais, par exemple, me demander, est-ce que ce problème affecte certains groupes particuliers de la population? Dans le cas, un exemple pour bien comprendre, du sida à l'époque qui affectait beaucoup le sous-groupe des hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes. Alors, il est évident que si on a une réponse comme ça, il est beaucoup plus facile d'orienter l'action sur des sous-groupes chez qui le problème est très présent pour avoir une réponse qui est peut-être plus importante que si on agissait sur l'ensemble de la population. Évidemment, aussi pour comprendre l'histoire naturelle du phénomène et la détection de problèmes en émergence, on peut se demander, est-ce que l'importance de ces problèmes varie dans le temps? Est-ce que le phénomène est en augmentation? Est-ce qu'il est stagnant? Est-ce qu'il diminue? Ou est-ce qu'il connaît des cycles saisonniers? Par exemple, dans le cas de l'obésité a toujours été présente, mais on a une tendance à l'augmentation qui est très forte depuis de nombreuses années, ce qui fait que ce problème a été identifié comme un problème prioritaire. On peut également se demander s'il n'y a pas un changement dans la façon dont le phénomène se présente. Je m'explique. Par exemple, pour le tabac, au niveau du fait de fumer des cigarettes, on pourrait voir que le problème n'est pas en augmentation, mais voir un déplacement du problème vers une consommation de cigarillos, de cigarettes électroniques ou de produits aromatisés. Ce qui fait que le problème n'est pas tout à fait disparu ou moins important, il s'est seulement déplacé vers une autre forme de consommation, donc un changement de comportement de la population. On pourrait également donner de l'information sur la distribution géographique du phénomène pour bien comprendre où ces problèmes surviennent. Alors, on pourrait se demander, est-ce que le problème est reparti de façon homogène sur le territoire? Est-ce qu'il est concentré dans l'espace ou il se propage? Alors, ce sont toutes des informations qui nous permettront de voir, par exemple, s'il y a des disparités régionales ou locales. Est-ce qu'un problème de santé est plus présent dans un territoire rural ou urbain? Ce qui nous permettra évidemment d'influencer ou de mieux situer l'action qu'on veut prendre pour réduire l'ampleur du problème. Évidemment, quand on fait de la surveillance de l'état de santé de la population et de ses déterminants, il est important de se comparer pour mieux se situer. En effectuant des comparaisons entre les territoires ou différentes unités administratives, ça nous permet de mettre en évidence des différences socio-sanitaires et donc de mieux soutenir la prise de décision puis la planification des ressources socio-sanitaires. Un exemple, le taux de mortalité par cancer du poumon de la région A est-il plus élevé que celui du pays?
Comment se compare le taux de mon pays à celui des autres pays similaires? Pourquoi il est important de changer de loupe, donc, comme on dit, d'échelle de comparaison pour mieux évaluer une situation socio-sanitaire? Voyons-le avec un exemple fictif. On pourrait observer peu de disparités régionales de mortalité par cancer du poumon et à l'échelle du pays. Donc, même si, par exemple, la mortalité pourrait même diminuer au cours des dernières années, ce qui est un constat quand même plutôt positif. Ceci dit, ce constat-là pourrait masquer une autre réalité qui pourrait apparaître si on examinait la situation sur le plan international. En comparant la mortalité de notre pays, on pourrait observer, par exemple, qu'elle est nettement supérieure à celle de pays similaires. Alors, une situation qui nous apparaissait très positive à l'interne, si je peux me permettre, pourrait en fait être très problématique si on se compare avec l'externe, c'est-à-dire par exemple l'international ou des pays similaires. C'est sûr qu'il est important de se comparer avec des pays similaires. Je vais vous donner un exemple. Si on comparait le tabagisme au Québec, où on a, je vous le rappelle, une législation qui est quand même très développée et où on prend des actions très importantes pour lutter contre le tabagisme, à un pays où il n'y a aucune législation, où des enfants commencent à fumer à 7 ou 8 ans et où la publicité est permise, il est clair qu'on n'obtiendra pas une information qui est pertinente pour orienter la prise de décision. Alors, il est important de toujours se comparer à des pays similaires. En général, les pays de l'Organisation de coopération et de développement économique sont utilisés en surveillance pour l'international. Voyons un exemple concret à partir de Santéscope, pour lequel je vous ai mis aussi le site web pour les personnes intéressées, où on peut regarder la situation de l'obésité au Québec, mais en se comparant avec d'autres territoires. Je vous amène dans la figure en haut à gauche, où on compare le rural et l'urbain, et où on constate en général que le rural présente des pourcentages qui sont peut-être un petit peu plus élevés que l'urbain, à la fois chez les hommes et les femmes pour l'obésité. Si on poursuit la figure de bas à gauche, où on observe les comparaisons canadiennes pour la période 2013-2014, on compare le Québec au Canada. On présente quelques provinces, c'est-à-dire la province qui a la valeur la plus faible et la valeur la plus élevée, ainsi que la donnée canadienne. Chez les hommes, par exemple, on observe que le Québec se situe au rang 2 sur 10 avec une proportion d'adultes obèses de 20 %. Terre-Neuve et Labrador obtient la valeur la plus élevée, c'est-à-dire 30 %, alors que la Colombie-Britannique obtient la valeur la moins élevée à 18 %. On constate que le Québec se compare bien avec le Canada, puisque les prévalences sont presque semblables. Je vous amène en haut à droite avec les comparaisons américaines pour l'année 2014. Encore une fois, on présente un État qui a la valeur la plus faible et l'État qui a la valeur la plus élevée, ainsi que la donnée pour l'ensemble des États-Unis. Dans le cas, prenons les femmes, on observe que le Québec obtient le rang 1 sur 52, ce qui est en fait le meilleur résultat qu'on ne pourrait pas atteindre, avec une proportion d'adultes obèses de 16 %, comparativement au Mississippi qui obtient la valeur la plus élevée à 38 % et aux États-Unis qui obtient 28 %. Ensuite, regardons les comparaisons internationales en 2013 dans la figure en bas à droite, où le Québec est comparé avec un pays de l'OCDE, donc l'Organisation de coopération et de développement économique, qui présente soit la valeur la plus faible et la plus élevée. Regardons par exemple chez les hommes, où on a un rang qui est beaucoup moins intéressant, c'est-à-dire le rang 10 sur 12, avec une prévalence, donc une proportion d'adultes obèses de 20 %, comparativement aux Pays-Bas qui obtiennent 11 %, donc le plus petit pourcentage obtenu, et le plus haut qui est présent aux États-Unis à 29 %. Un autre exemple de site Internet qui présente des comparaisons de santé pour le Québec avec le Canada et des pays de l'OCDE, Organisation de coopération et de développement économique, et le site Comparaison Santé Québec, pour lequel je vous ai mis l'adresse, et où on peut examiner, par exemple, dans le graphique dans la figure 1, la proportion de personnes obèses pour une année récente, et où on voit, par exemple, que le Québec obtient une proportion de 18,2 %, comparativement au Canada où on observe 19,5 %, ce qui est quand même élevé par rapport à la Norvège où on observe 10 %, mais quand même plus bas que les États-Unis qui obtiennent 28,7 %.
On pourrait présenter l'information d'une autre façon, mais toujours en comparant avec des pays de l'OCDE, c'est-à-dire dans la graphique 4, comme on le fait, présenter la variation de la proportion de personnes obèses pour les 10 dernières années. Et ce qui nous montre qu'en fait, pour les 10 dernières années au Québec, la prévalence de l'obésité a augmenté de 29 ce qui est quand même énorme. Comparativement notamment à la Belgique où on a vu une augmentation de 8,7 mais beaucoup plus faible que la France à 54,3 %. Alors, en lien avec la mise en situation concrète sur la problématique de l'obésité, je vous demande maintenant quelles sont les questions à se poser pour brosser l'état de situation de la problématique de l'obésité au Québec. Associez chaque question aux bonnes composantes. Voyons maintenant la réponse à la question. Alors, lorsqu'on documente le fardeau épidémiologique, social et ou économique d'un problème de santé, il est évident qu'on est en train de donner de l'information sur l'ampleur du problème. Maintenant, quand on regarde des tendances historiques ou des projections dans le futur, on est en train d'examiner l'évolution du problème. Quand on parle de populations plus à risque d'être obèses, on est en train de documenter les personnes, les sous-groupes de population qui en sont affectés. On pourrait, par exemple, essayer de voir si chez les jeunes, on observe de plus en plus de personnes obèses, ce qui pourrait montrer un déplacement de la problématique plus tôt dans la vie. On pourrait aussi, par exemple, dans la référence que j'ai suggérée un peu plus tôt, l'article scientifique, constater qu'en fait, ce qu'on observe, c'est une augmentation du poids moyen dans l'ensemble de la population. Alors oui, il y a des populations qui sont plus à risque d'être obèses, mais ce qu'on observe présentement, c'est que le poids corporel augmente pour l'ensemble des individus de la population. Donc, ce qui nous amène à croire que c'est un problème qui est beaucoup plus important qu'on peut le penser. On peut aussi, lorsqu'on documente donc des disparités régionales et locales, rurales et urbaines, ou si on fait des comparaisons internationales, documenter comment se répartit le problème dans l'espace. Ce qui est très important, et on l'a vu dans l'exemple un peu plus tôt avec Santescope, par exemple, où on a vu que pour les provinces, on se situait au Québec au rang 2 sur 10, au niveau des États nord-américains, dans le rang 1 sur 52, ce qui démontre que ça va quand même bien quand on se compare au niveau des Amériques, alors que quand on se compare avec des pays de l'OCDE, on obtient le rang 10 sur 12 pays comparables, ce qui est beaucoup moins positif comme comparaison. Et voilà pour la capsule 3.